Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Notre sujet est vaste. Notre sujet est vaste et présente de nombreuses ramifications. Nous avons tenté d'organiser ce travail selon une chronologie, afin d'éviter les redites et les analyses redondantes. Les éléments théoriques abordés au fil du texte nous sont apparus indispensables pour envisager les tableaux cliniques à partir de leur causalité. Cependant, il est nécessaire de considérer chacune des parties dans son autonomie vis-à-vis de l'ensemble. Malgré les liens relatifs à leurs influences sociétales, chacune développe en effet sa propre spécificité. Les tableaux cliniques se manifestent par des symptômes. Un symptôme correspond à la perception d'une manifestation gênante rapportée par un patient. Cette gêne peut revêtir des degrés variés d'intensité, mais c'est cette souffrance qui finit par conduire la personne à consulter. En médecine somatique, un symptôme est le plus souvent révélateur d'un problème organique. Il émet un signal à la place du silence, qui traduit le fonctionnement correct d'un organisme. Une douleur par exemple, témoigne d'une anomalie dans la région du corps d'où elle provient. En psychologie, les choses sont un peu différentes, dans la mesure où le symptôme ne se réduit pas seulement à une alerte, mais témoigne d'un conflit à l'intérieur du psychisme. Ceci peut se produire de façon masquée, puisque les raisons de ce conflit peuvent être largement inconscientes. Le symptôme devient alors la manifestation évidente d'un problème enfoui. Il va chercher à atténuer ce conflit, à la façon d'un négociateur qui s'interposerait entre deux belligérants pour tenter un compromis plutôt que de voir se déclencher un combat. En effet, le conflit est en relation avec des exigences contradictoires impossibles à solutionner. Par exemple, entre un désir et l'interdit qui vient simultanément s'opposer à son accomplissement. En psychologie, le symptôme conduit à formuler des hypothèses et à tenter de rendre conscient ce qui est inconscient. En effet, ce qui sera bénéfique pour l'inconscient en apaisant la crise potentielle, va parasiter le conscient de celui dont l'esprit est soumis à ce processus. L'angoisse par exemple est un symptôme fréquent, pouvant se montrer très perturbant pour celui qui la ressent. Notre longue pratique à l'un comme à l'autre concerne la psychothérapie analytique. Il existe de nombreuses techniques différentes de psychothérapie, ces méthodes variées s'étant beaucoup multipliées, particulièrement entre les années 60 et 80 du siècle dernier. Beaucoup ont disparu du fait de leurs résultats décevants, mais un certain nombre d'entre elles a persisté. Comme son nom l'indique, la psychothérapie analytique se réfère directement à la psychanalyse. Elle en reprend les principes théoriques, la formation des thérapeutes, tout particulièrement leur analyse personnelle, les règles encadrant le déroulement des séances, ainsi que les concepts et les modalités de soins mis en application. Dans cette grande similitude, si nous établissons pourtant une distinction terminologique entre psychanalyse et psychothérapie analytique, c'est surtout par rapport au déroulement concret du soin. Le nombre de séances peut par exemple se réduire à 1 fois par semaine, se dérouler en face à face, et pour les jeunes enfants s'adapter en utilisant des techniques de médiation comme le jeu ou le dessin. C'est donc au fil de cette pratique, et dans sa durée, que nous avons constaté cette évolution. Des formes de souffrance qui étaient rares il y a 30 ans sont maintenant fréquentes et ne cessent de s'accroître. Citons par exemple, nous y reviendrons plus loin, les instabilités psychomotrices chez les enfants, qui se trouvent parfois désignées par le terme enfant hyperactif. Le symptôme consiste en une activité musculaire et donc corporelle excessive, et sans relation avec des actions justifiées. L'enfant ne peut pas s'empêcher de bouger, et se montre incapable de laisser son corps au repos. La cause en est psychologique, et s'accompagne du reste d'une labilité émotionnelle. Il existe la plupart du temps des difficultés pour se concentrer et soutenir l'attention, gênant entre autres choses les apprentissages scolaires. Dans les consultations de pédopsychiatrie, alors que ce motif de demande était peu fréquent autrefois, il tend actuellement à devenir majoritaire. D'une façon générale, comme nous le développerons ensuite, ces troubles psychologiques actuels peuvent être regroupés sous le terme générique de pathologie narcissique. Celles-ci ont en commun un état d'immaturité psychique, mais peuvent se manifester sous divers aspects. 2. L'appareil psychique. Le psychisme est le lieu de la pensée, avec ses élaborations intellectuelles et son affectivité, ses strates conscientes et inconscientes.
Il vérifie cette curieuse évidence que bien qu'il n'y ait pas de pensée sans cerveau et que le cerveau se situe dans la boîte crânienne, la pensée se trouve pourtant ailleurs. Platon définissait la pensée comme le discours que l'âme se tient à elle-même, à propos du monde qu'elle examine. L'âme, l'esprit, le psychisme sont des termes voisins dont les nuances ont coïncidé avec les cultures d'époques successives. Freud a montré que de la toute première enfance jusqu'à l'adolescence, le psychisme passe par des stades successifs qui vont le conduire d'une immaturité physiologique jusqu'à sa maturité définitive. Cette évolution peut connaître des aléas, des zones de fragilité, voire même des arrêts dans le cours de la progression. Ces variations possibles relatives au psychisme ont conduit la théorie freudienne à élaborer le modèle d'un « appareil psychique ». Celui-ci va permettre d'appréhender ses différentes composantes, de percevoir les étapes de son édification, et donc de rendre compréhensibles les dysfonctions pouvant s'y produire. Comme une métaphore, l'appareil psychique est une modélisation qui n'a aucun rapport avec un organe. Il n'est en rien superposable ou assimilable au cerveau. Il cherche seulement à rendre envisageable le fonctionnement de l'esprit. Pour ce faire, il se divise en plusieurs parties dont chacune possède une fonction particulière. Au fil de ses découvertes, alimentées par ses observations cliniques en particulier sur l'hystérie, Freud a élaboré 2 modèles successifs. Schématiquement, le premier est constitué d'une partie inconsciente et d'une partie consciente. Chacune possède un contenu spécifique fait de représentations et investi d'énergie. Leurs communications sont contrôlées à leurs frontières communes, par une possibilité d'inhibition et de censure. C'est justement en observant la disparition momentanée de symptômes hystériques chez des malades hypnotisés, que Freud eut l'intuition du rôle de l'inconscient et de l'origine conflictuelle du symptôme. En abolissant l'action de la zone consciente par le sommeil hypnotique, le symptôme s'effaçait du fait de l'arrêt du conflit lié aux exigences pulsionnelles refoulées dans l'inconscient. L'inconscient apparut ainsi comme étant essentiellement constitué par des contenus psychiques, refoulés. Le second modèle étoffe le premier sans pour autant le remettre en question. Il différencie des zones du psychisme ayant des fonctions particulières, nommées instances. Les 3 instances principales sont appelées le ça, le moi et le surmoi. Elles vont engendrer au travers de leurs interrelations souvent complexes, toutes les productions de l'esprit à partir de la perception du monde et des exigences de l'équilibre interne. Schématiquement, le ça représente les pulsions chargées d'énergie libidinale et se situe dans l'inconscient à la limite entre corps et esprit. Les pulsions recherchent un but, afin de réduire leur tension énergétique. En effet, l'excès d'énergie contenu dans le psychisme risque de mettre son équilibre en péril. Ce processus s'accomplit le plus souvent sous la forme du désir. Le désir va élire un objet extérieur comme but de sa pulsion, de telle sorte que l'investissement libidinal de cet objet réduira la tension énergétique interne. D'une certaine manière, la tension énergétique est donc antérieure au désir qu'elle élabore pour se résoudre. Le surmoi est assimilé à l'instance des interdits, de la censure et du jugement. Il a donc une place centrale pour la conscience morale, la formation et le respect des idéaux. Il est considéré comme l'héritier du complexe d'Œdipe, ce qui signifie que son installation a lieu dans un appareil psychique déjà élaboré. L'enfant a acquis une perception suffisamment claire des relations entre les individus, en particulier à travers les liens l'unissant à ses parents. Mais si le surmoi s'installe à ce stade d'évolution, il n'est pas pour autant construit par le complexe d'Œdipe. En effet, il se forme selon l'image et le contenu du surmoi des parents par le biais d'une transmission inconsciente. Il est de ce fait le support de la tradition et des valeurs qui se transmettent au fil des générations. Mais nous reviendrons plus loin sur les origines du surmoi. Quant au moi, à la différence des 2 précédentes instances, il occupe en partie un territoire conscient, même si tout son système défensif demeure largement inconscient. Le moi se pose en défenseur de la personnalité. Il doit tenter de gérer tout à la fois la pression pulsionnelle, les exigences de la réalité, et les impératifs du surmoi. Lourde tâche qui l'oblige à mettre en action toute une série de défenses. Elles sont destinées à le protéger de l'effet des tensions contradictoires auxquelles il est soumis. Elles évoluent selon les stades de l'élaboration psychique, et donc du degré de maturité.
Cela signifie que leur sophistication s'accroît au fil de l'agencement du psychisme, de telle sorte que leurs interventions déformeront moins la perception de la réalité. En effet, lors des phases très précoces de développement, les défenses peuvent induire des déformations massives de perception. Le clivage de l'objet est par exemple une défense archaïque majeure pour réduire l'angoisse. Il consiste à séparer le même objet en deux objets partiels. L'un sera bon, et pourra demeurer à l'intérieur du psychisme, alors que l'autre perçu comme mauvais, sera projeté à l'extérieur afin d'être maîtrisé dans cette mise à distance. Un tel processus manichéen supprime donc toute perception nuancée de la réalité. Ces défenses se mettent en jeu lorsqu'apparaît un affect déplaisant capable de menacer l'intégrité de l'esprit. Un signal d'angoisse prévient alors de l'imminence du danger. On comprend donc que l'autonomie du moi soit très relative, puisqu'il doit constamment assurer ce rôle de médiateur et faire face à toutes ces contraintes. Les traits de caractère narcissique supposent donc l'existence d'un appareil psychique resté largement attaché au stade précoce de son développement, et par conséquent aux défenses du moi qui y correspondent. Cela ne signifie pas qu'une poursuite évolutive n'ait pas eu lieu, car il faut considérer ces processus sous l'angle de leur proportion. Chaque stade franchi laisse en effet subsister des traces de son propre fonctionnement au sein même des stades suivants. Mais si l'intégrité du psychisme se trouve confrontée à de trop fortes excitations menaçant de le déborder, une régression peut s'opérer jusqu'au stade fortement fixé. Ce seront alors les défenses du moi correspondant à ce stade qui se mettront en action de façon privilégiée. Fasciné par sa propre image, Narcisse périt en se noyant dans la rivière où il se mirait. Dans le tout début du développement psychique, le jeune enfant se prend lui-même comme objet d'amour. En quelque sorte, le moi embryonnaire s'investit à partir de sa propre image, comme Lacan l'a décrit dans le stade du miroir. Il avait remarqué la jubilation dont font preuve les enfants âgés d'environ 1 an, lorsqu'ils s'aperçoivent dans un miroir. Leur plaisir évident provient de la constatation d'une unité corporelle présente dans leur reflet, alors que celle-ci n'existe pas encore dans leurs sensations internes. En somme, cette expérience primordiale installe d'emblée le moi, dans la représentation d'un moi idéal, qui d'une certaine façon le précède. Le moi idéal constitue donc une formation essentiellement narcissique. Lors du développement du psychisme, l'individu abandonne peu à peu cet idéal narcissique. Il persistera pourtant de façon problématique dans le caractère narcissique. Il peut aussi réapparaître à la suite d'une régression pathologique dans certaines psychoses. Le caractère narcissique est donc dominé par un surinvestissement de soi. Cette pléthore de l'ego se fait au détriment des vraies relations aux autres, tant le sujet se perçoit comme occupant le centre de toute chose. Les capacités d'empathie, de compassion et d'altruisme sont déficientes. La perception des sentiments et des affects de l'autre n'est guère retenue, puisque l'autre n'est pris en compte que pour en tirer satisfaction. Cette incapacité à pouvoir sortir de la phase narcissique révèle un trouble profond de l'estime de soi. En effet, pour des raisons diverses, cette dernière n'est pas parvenue à suffisamment s'intérioriser. En d'autres termes, un sujet narcissique est condamné à constamment se renarcissiser. L'amour qu'il se porte demeure limité à sa seule enveloppe, car le regard de Narcisse n'est pas celui d'Ulysse et se montre incapable de dépasser sa propre image. Aucun voyage en lui-même, aucune odyssée dans son intériorité, ne lui procureront une perception approfondie de l'appréhension du monde. Condamné au tout ou rien, il lui faut donc vérifier en permanence sa propre valeur dans le monde extérieur, même si ce contrôle prend la forme d'une caricature. Lorsque le psychisme poursuit une évolution satisfaisante, le narcissisme originaire procède à la formation d'une nouvelle instance nommée idéal du moi, et qui est distincte du moi idéal, que l'on vient d'évoquer. Freud l'a décrit dans sa deuxième représentation de l'appareil psychique, et l'associe au surmoi. On peut considérer que le surmoi et l'idéal du moi sont les deux instances à l'origine de la conscience morale. L'idéal du moi représente le modèle auquel le sujet cherche à se conformer dans ses comportements. On peut donc y voir la trace d'un narcissisme adapté à une véritable vie relationnelle. En effet, les préceptes moraux ne sont pas seulement dictés par la crainte des représailles, mais aussi par celle de perdre l'estime de soi si on les transgressait. 3. À propos de l'évolution des souffrances psychiques.
La prise en considération des formes d'expression des souffrances mentales dans le passé met en évidence une évolution. Cela signifie que la prédominance d'une symptomatologie particulière coïncide souvent avec une période historique déterminée. Ceci est surtout vérifiable pour les pathologies névrotiques, car il est probable que les psychoses caractérisées restent davantage en dehors de ces influences. En effet, et toujours en lien avec ce que l'on a évoqué au sujet des stades successifs d'élaboration du psychisme, on considère que les affections psychotiques telles que la schizophrénie ou la paranoïa par exemple, trouvent leur origine dans les stades très précoces de ce développement. Les névroses comme l'hystérie ou les phobies placent au contraire leur jeunesse dans une structuration plus tardive et donc plus achevée. On peut même déterminer de manière assez précise au sein de l'élaboration de l'appareil psychique la frontière séparant les territoires de ces risques potentiels. Même si une différenciation séculaire peut paraître arbitraire, il est classique de considérer que le XIXe siècle fut une époque privilégiée pour les manifestations hystériques. Ceci se vérifie non seulement pour leur fréquence importante, mais aussi pour les formes majeures de leur tableau clinique, au point qu'il est devenu maintenant très rare de les rencontrer avec un tel degré d'intensité. De même, le siècle dernier paraît s'être caractérisé dans ce registre par les pathologies anxieuses et dépressives. Quant au siècle actuel, bien qu'il n'en soit encore qu'à ses débuts, il semble s'orienter vers une domination des troubles narcissiques, également nommés états limites. Ces états limites, appelés aussi borderline et qui représenteraient les pathologies psychiques dominantes de ce siècle, ont pour détermination commune une faille narcissique. Leur désignation provient de leurs symptômes, qui peuvent emprunter à la fois au registre de la psychose et de la névrose, signe d'une fragilité psychique située à cette frontière. Ils manifestent souvent une imprécision de la perception des limites entre soi et non-soi. Les décompensations peuvent donc présenter une large variété clinique, empruntant des symptômes aux intersections des pathologies. Quant à la personnalité, elle associe volontiers une grande dépendance à l'autre dont est attendue une constante revalorisation, une instabilité affective, une agressivité affleurant, une hypersensibilité, ainsi qu'une intolérance à la frustration. Si nous extrapolons ces observations temporelles dans le registre spatial, et qu'à la place d'époques différentes, ce soit la géographie planétaire qui se trouve interrogée, des variations du même ordre apparaissent. Les manifestations dépressives par exemple, fréquentes chez les Occidentaux, sont beaucoup plus rares chez les peuples africains. La cause réside probablement dans une culture de vie collective, qui s'accommoderait mal de la tendance à l'isolement qu'entraîne la dépression. La symptomatologie privilégiera davantage les plaintes somatisées, voire même les constructions délirantes, que le groupe pourra réinterpréter en fonction de données culturelles axées sur les traditions. Il apparaît donc que l'extériorisation des souffrances psychologiques présente également une étroite détermination sociétale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.